Chères étudiantes et étudiants, bonjour. C'est dans le cadre du DF4, domaine de formation 4, dit politique sociale et interinstitutionnelle, que je vais vous présenter cette introduction qui pose donc le cadre de ce domaine de formation que nous allons voir ensemble tout le long de ces 3 années de formation de votre diplôme d'État en éducateur spécialisé. Le cadre global, c'est bien entendu celui des politiques publiques dans lesquelles vont s'inscrire les politiques sociales qui nous intéressent plus particulièrement vu votre domaine professionnel. Et donc ainsi, comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'État va nous permettre de saisir les grandes orientations, les grands enjeux qui traversent depuis plusieurs années le secteur du social en France. Donc nous allons commencer par la question de la définition de l'État. Un État moderne a besoin de 3 éléments pour pouvoir exister et fonctionner. D'abord, un territoire qui va être défini par des frontières, elles-mêmes connues et reconnues sur le plan international, une population sur laquelle ou pour laquelle on va exercer un pouvoir, ce pouvoir lui-même étant permis par une souveraineté, c'est-à-dire une capacité d'action libre et indépendante, qui va être d'ailleurs garantie par un socle juridique fondamental qu'on appelle la Constitution et sur laquelle je reviendrai plus tard. C'est cette combinaison de caractéristiques qui va déterminer ce qu'on appelle une nation, c'est-à-dire un État-nation. Ce cours introductif sera structuré selon le schéma suivant. Donc bien entendu, nous commencerons par le sommet, si je puis dire, de la pyramide, c'est-à-dire la question de l'État, du fonctionnement de l'État, qui lui-même va être déterminé et déterminera 2 cadres fondamentaux, le budget, c'est-à-dire les finances de l'État, et un cadre juridique dont nous verrons les détails un peu plus loin. Ces 2 cadres vont garantir le fonctionnement de ce qu'on appelle les politiques publiques, qui sont donc rien d'autre que les politiques qui sont menées en direction de la population, soit directement par les instances de l'État, soit via ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Et donc nous verrons dans une deuxième partie de ce cours introductif cette question des institutions déconcentrées de l'État, c'est-à-dire l'appareillage qui dépend directement de l'État et de ses ministères, et de l'autre côté les collectivités territoriales que nous connaissons tous, c'est-à-dire les régions, les départements et bien sûr les communes, qui vont donc être en charge de mener des politiques de service public en proximité de la population. Commençons donc par l'État, son organisation et son fonctionnement. Alors, comme je l'ai dit précédemment, un État-nation a besoin, pour exister et fonctionner, d'une constitution. Une constitution, c'est un ensemble de lois fondatrices, un socle juridique qui permet à cet État de pouvoir organiser son fonctionnement juridique et administratif en fonction de valeurs politiques fondamentales, mais également de principes juridiques à partir desquels va découler l'ensemble des lois conjoncturelles ou pérennes qui vont organiser les politiques publiques historiquement sur le territoire de cet État-nation. À ce niveau-là, il existe ce qu'on appelle une hiérarchie des lois, bien évidemment. Donc, logiquement, la Constitution est au-dessus et toutes les lois qui vont être votées, qui vont organiser le fonctionnement de l'État et de ses instances en direction et sur la population, devront être en accord, en parfaite harmonie avec les principes de la Constitution. C'est bien pour cela qu'on parle souvent de lois anticonstitutionnelles
qui ne pourront pas être promulguées si le Conseil constitutionnel, cette instance de contrôle politique, décide que ces lois ne sont pas conformes aux principes de la Constitution en cours. Et pour pouvoir faire passer ce type de loi, soit parce qu'elles n'ont pas été prévues dans le cadre constitutionnel, soit parce qu'elles sont anticonstitutionnelles sur les valeurs fondamentales, eh bien, il faut faire une réforme constitutionnelle, soit de manière totale, c'est-à-dire transformer totalement la Constitution, ou bien amender certains articles de la Constitution et ajouter d'autres articles qui permettent que ces lois soient de facto constitutionnelles. Mais cela va dépendre évidemment du rapport de force politique dans le pays et des négociations qui peuvent avoir lieu entre les différents détenteurs des pouvoirs politiques en place. Alors, au sommet de l'État, dans la Ve République française, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui est aux commandes. Le président de la République officie au palais de l'Élysée, qui est le palais du président, qui est en même temps son bureau et sa résidence. Palais de l'Élysée, paré de ce qu'on appelle les dorures de la République, qui n'ont bien sûr rien à envier aux dorures de la monarchie, mais ça c'est un autre débat sur les principes même de la Révolution française. Ce sera l'objet d'autres cours. En France, il dispose de pouvoirs extrêmement importants, d'ailleurs comme nulle part ailleurs dans le monde dit démocratique occidental. À ce titre, son rôle en tant que président de la République, il est chef de l'État et donc garant du respect de la Constitution. Il est également le chef des armées. Il est également le seul décideur de la politique étrangère et des orientations de la politique étrangère française. Et il est bien sûr, en tant que chef de l'État, chef de l'exécutif, c'est-à-dire chef du gouvernement. Pourquoi je disais qu'il disposait en France de pouvoirs que l'on ne retrouve pas ailleurs dans les démocraties occidentales ? Eh bien parce qu'il a ce pouvoir suprême de pouvoir dissoudre le Parlement, de pouvoir gouverner par décret et de faire en sorte, quand il a une majorité à l'Assemblée, que son Premier ministre puisse faire passer des lois par le fameux article 49.3 qui permet de ne pas les soumettre au vote et au débat de l'Assemblée. Pour le seconder, si je puis dire, dans cette hiérarchie du pouvoir exécutif en France, nous avons le Premier ministre qui a donc le rôle de chef du gouvernement, qui lui-même va être nommé par le chef de l'État, par le président, va à son tour proposer et nommer avec l'accord du président le gouvernement, c'est-à-dire tous les ministres qui vont constituer la force de frappe, si je puis dire, la force d'application des orientations de la majorité et du chef de l'État. Le rôle du Premier ministre va donc être de coordonner le gouvernement, de conduire l'administration, à savoir la haute fonction d'État. Il va exercer le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir décider du type de législation, évidemment sous le contrôle du président, et puis il va être responsable de la défense nationale, bien entendu, sous le contrôle du président de la République, ici encore, puisque c'est une des prérogatives en tant que chef des armées. Les ministres et les ministères vont être différents, plus ou moins, d'un gouvernement à l'autre, d'une majorité à l'autre, d'un président à l'autre, selon les priorités des orientations politiques décidées. Mais à des thématiques centrales demeureront, c'est ce qu'on appelle les ministères régaliens, mais nous verrons cela plus loin dans ce cours quand nous examinerons ce que sont les politiques publiques de manière thématique et le lien qu'elles ont aux politiques sociales qui nous intéressent ici. Ainsi, selon la Constitution française, le président, le Premier ministre et le gouvernement constituent ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. En complément,
la Constitution prévoit ce qu'on appelle le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'espace où sont débattues et votées les lois de la République. Le pouvoir législatif est constitué de deux chambres que l'on appelle le Parlement, l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat de l'autre. Le rôle de l'Assemblée nationale, constitué de députés élus au suffrage direct à partir de leur circonscription territoriale, et donc ce rôle, selon la Constitution, est de théoriquement représenter les citoyens, évaluer les politiques publiques et surtout légiférer, c'est-à-dire débattre des lois proposées par le gouvernement ou par d'autres députés et ensuite de les voter ou non. Accessoirement, l'Assemblée peut exercer un contrôle sur le gouvernement. Mais nous savons tous que vu les équilibres de force qui sont déterminés par les principes d'organisation parlementaire de la Ve République, cela est très rarement le cas. Un dernier point sur le fonctionnement du Parlement, c'est-à-dire le binôme Assemblée nationale et Sénat, c'est qu'une fois qu'une loi aura été votée au niveau de l'Assemblée nationale, elle devra encore passer une étape, c'est-à-dire être soumise au Sénat, qui la votera, qui l'amendera, ou bien qui la retoquera. Elle sera alors soit renvoyée au Parlement pour être redébattue, ou alors validée en l'état. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Voilà comment fonctionne le système du vote des lois en France. Nous allons voir dans la partie suivante comment ces lois se transforment en actions, c'est-à-dire en politique publique destinée à la population via donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire d'un côté les instances déconcentrées de l'État et de l'autre les collectivités territoriales. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc à la deuxième partie de ce cours introductif où nous allons voir un peu plus dans le détail comment les politiques publiques vont à la rencontre des citoyens à travers donc les instances déconcentrées de l'État et les collectivités territoriales qui sont donc les acteurs principaux du service public, de l'action publique en direction de la population. Nous allons examiner comment au plus proche de la population se construit, se structure l'offre publique et comment l'État projette à travers ses orientations stratégiques et politiques et évidemment juridiques et budgétaires son action en direction de la population. Et à ce titre, nous allons donc reprendre à partir du schéma global de ce cours introductif, donc comme nous voyons ici. Nous avons vu comment l'État était structuré, comment les politiques publiques avaient trouvé leur origine dans un socle juridique. Et nous allons voir maintenant comment les acteurs locaux, représentants directs ou indirects de l'État, vont aller à travers ces actions à la rencontre des citoyens. Donc nous voyons ici les institutions déconcentrées de l'État. C'est dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration, c'est-à-dire un mode d'organisation, comme on le voit ici, de l'État qui consiste à implanter des autorités administratives représentant l'État dans des circonscriptions locales. Et donc ces services déconcentrés de l'État, qui sont des émanations de chaque ministère ou groupement thématique de ministère, vont mettre en œuvre les politiques publiques en direction des citoyens. À ce titre, nous voyons ici, dans ce schéma, comment s'est réorganisée cette structuration-là, en l'occurrence depuis le 1er avril 2021, puisqu'il y a eu une réforme institutionnelle. Je vous invite à mettre sur pause pour regarder un peu plus en détail ce tableau. À la tête de cette déconcentration, à la tête de ces instances opératives de l'État,
on va trouver les préfets qui sont nommés par le président de la République. Les missions des préfets, ils vont veiller à l'application des lois et des règlements, ils vont veiller à la santé et la salubrité publique, ils vont être les garants de l'organisation de la démocratie à travers les élections. Ils vont veiller à la protection des libertés publiques, assurer le maintien de l'ordre, diriger l'action des services de l'État et le contrôler, protéger le patrimoine culturel et naturel de chaque territoire, et enfin, bien entendu, assurer la mise en œuvre des grandes politiques publiques, l'emploi, l'environnement, la cohésion sociale, l'aménagement du territoire, etc., etc. Ils vont être les grands contrôleurs des instances déconcentrées. Nous avons donc des préfets de région, puisque les préfets vont être nommés en fonction du découpage administratif de la France. Donc à la tête de ce découpage, un peu comme les collectivités territoriales, nous trouvons les régions. Et donc nous avons bien évidemment un préfet qui va être sur ce territoire régional le grand ordonnateur de l'État, le grand contrôleur, le grand administrateur, le grand référent local. Le préfet de région a sous son autorité donc les différents éléments que nous voyons bien sur ce tableau qui constituent des directions régionales thématiquement organisées. Celles que nous connaissons le mieux, c'est les ARS, les agences régionales de santé, les rectorats qui vont s'occuper de toute l'offre scolaire et éducative au niveau de la région, etc., etc. Vous pouvez mettre sur pause pour regarder un peu plus en détail de quoi s'occupe dans ce schéma chaque direction régionale. À l'échelle au-dessous, si je puis dire, nous avons ce qu'on appelle les préfets de département, qui vont donc avoir comme autorité une circonscription départementale, qui est exactement le même découpage que pour les conseils départementaux, les différents départements français que nous allons voir un peu plus loin. Et donc là, ce préfet départemental, sous l'autorité du préfet de région, va donc gérer les différentes tâches de l'État au niveau départemental, suivant le découpage régional. Récapitulons donc les missions des préfets. Ces missions vont donc s'organiser autour des acteurs locaux qui vont donc porter la mission publique, les politiques publiques, thématiquement, dans les territoires. Ainsi, au niveau du scolaire et de l'éducatif, en référence à l'éducation nationale, nous avons les établissements publics locaux d'enseignement comme le primaire, les écoles primaires, les collèges et les lycées. Et puis également les universités pour l'enseignement supérieur. En ce qui concerne l'emploi et l'insertion, nous avons bien entendu tout le système du pôle emploi. Nous avons également, en ce qui concerne la santé, tout le système des hôpitaux publics, de l'offre médicale territoriale qui va être organisée et gérée par les agences régionales de santé. Au niveau des politiques familiales, par exemple, nous avons toute l'organisation des caisses d'allocation familiale qui sont organisées de manière départementale, avec des projections évidemment dans les villes, dans les municipalités. Nous voyons donc que d'un côté, vous avez l'action publique qui est menée par des fonctionnaires de l'État, directement organisée au niveau territorial sous l'autorité des ministères référents, mais également du préfet qui est le grand contrôleur de ces actions. Et de l'autre côté, nous avons, si on revient à notre schéma initial, l'autre acteur, grand acteur principal des politiques publiques en proximité de la population, c'est bien évidemment les collectivités territoriales, avec 3 échelles, bien évidemment les régions, les départements et, ce que la population connaît le mieux, les municipalités, les villes. Alors, examinons maintenant comment fonctionnent ces collectivités territoriales dans ce schéma global et administratif des politiques publiques.
Les collectivités territoriales sont organisées dans une politique globale qui a démarré au début des années 80, qui s'appelle la décentralisation territoriale. C'est un mode d'organisation de l'État qui va donc transférer ses compétences vers les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions. Comme nous voyons aussi, les régions sont maintenant organisées en France sous le nombre de 13, en France métropolitaine, plus les territoires régionaux d'outre-mer. Nous avons 12 régions, la 13e étant bien évidemment avec un statut particulier la Corse, 2 régions en outre-mer, la Guadeloupe et la Réunion, et 3 collectivités uniques, c'est-à-dire qui sont en même temps des départements et des régions. La région va donc s'occuper du champ économique régional, coordination du développement économique, l'aide aux entreprises, etc. L'aménagement du territoire et des transports, dans le cadre d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Elle va également s'occuper de la gestion des aérodromes, des ports, des parcs, et évidemment tous les transports ferroviaires, routiers, etc., sur le plan du schéma régional. Elle s'occupera également de ce qu'on appelle la formation professionnelle, ce qui vous concerne, puisque votre diplôme est organisé dans ce cadre-là. Elle va s'occuper de la formation, donc comme je disais, des travailleurs sociaux et des professions paramédicales. Elle va également contribuer à l'organisation de la culture et du sport sur le plan régional, et bien entendu, elle va s'occuper de la gestion physique des lycées publics, elle va gérer les personnels non enseignants, ce qu'on appelait les ATOS dans le temps, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas enseignantes mais qui participent à l'organisation et au fonctionnement du lycée. Elle va également s'occuper de la restauration scolaire et l'aide directe ou indirecte, que ce soit en termes d'allocation ou de bourse pour les étudiants. Donc la région prend de plus en plus d'ampleur dans le cadre de ses compétences depuis une dizaine d'années. À la tête des régions, nous avons ce qu'on appelle les conseillers régionaux, qui sont élus de manière indirecte pour 6 ans. Donc le conseil régional définit les politiques régionales, va voter les budgets, avec à sa tête un président de région qui est également élu pour 6 ans, et des commissions qui vont être des commissions thématiques qui vont être permanentes pendant le mandat et qui vont s'occuper de coordonner et d'orienter les différentes actions thématiques de la région. À l'échelle au-dessous, nous avons les départements donc en France que nous voyons sur cette carte, donc évidemment qui vont être organisés dans le cadre de la carte régionale, comme on le voit, et qui vont donc être une échelle intermédiaire en termes d'action, de politique publique. Alors le rôle du département, il y en a dans toute la France 101, n'est-ce pas ? C'est la structure administrative la plus ancienne de l'État français, qui remonte à la Révolution française, et qui va donc s'occuper d'un côté de l'aménagement durable du territoire, mais surtout de l'action sociale, puisque dans le cadre de la décentralisation, le département, le conseil départemental a hérité de l'ensemble de l'action sociale. À ce titre, nous sommes concernés en tant que travailleurs sociaux, et vous en tant qu'éducateurs spécialisés, par évidemment les orientations départementales dans le cadre de l'orientation juridique globale par champ. Nous voyons sur ce schéma d'ailleurs comment s'organisent les missions et les prérogatives départementales. Je vous laisse regarder. Et puis viennent, à l'échelle la plus proche des citoyens, de la population, les mairies, les communes, les municipalités. 3 noms pour une structure administrative qui est également une des plus anciennes de l'histoire de l'État français. Je vous laisse regarder ce petit sujet sur l'histoire de la décentralisation, en particulier sous l'angle des communes, qui a été réalisé par l'association
des maires de France. À tout de suite. La décentralisation, c'est bien parce que c'est le maire qui choisit tout pour la ville. Et puis, c'est pas le ministre ou le premier ministre qui choisit tout, ou le président de la République. Décentralisation. Si le mot est austère, il renvoie pourtant à une idée simple, loin du jargon administratif. Mieux répartir les pouvoirs pour renforcer la démocratie. Un projet audacieux dans un pays qui depuis toujours regarde vers Paris. Pourtant, l'idée n'est pas neuve. Depuis la création des communes et des départements en 1789, la décentralisation fait débat. Mais le centralisme jacobin reste bien ancré dans les mentalités et le projet ne parvient pas à s'imposer avant le milieu du XXe siècle. Dans la France des Trente Glorieuses, l'heure est à la modernisation. Des villes nouvelles émergent et des grands travaux d'urbanisme métamorphosent l'Hexagone. La croissance économique est fulgurante, mais les inégalités entre les régions freinent l'élan modernisateur. Le général de Gaulle l'a bien compris et l'aménagement du territoire devient sa priorité. L'effort multiséculaire de centralisation qui lui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité, malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées, ne s'impose plus aujourd'hui, au contraire. Mais le pouvoir central n'est pas partagé ni mieux réparti, il ne fait que se déplacer. Après mai 1968, puis le départ du général de Gaulle, les mentalités évoluent et les vieilles idées centralisatrices commencent à prendre la poussière. Un nouveau sujet de société émerge, l'identité locale. Il y a 2 siècles qu'on n'y a pas touché à ces structures actuelles et que, ma foi, les maires souhaitent une indépendance qu'ils n'ont pas actuellement. En 1976, le rapport Guichard dénonce l'impuissance des collectivités et souhaite renforcer leur pouvoir pour rapprocher les citoyens de leurs élus. Parmi les nombreuses réformes qu'il propose, la suppression de la tutelle de l'État. Mais le projet n'aboutit pas, du moins pas encore. En 1981, l'élection de François Mitterrand marque le grand retour de la gauche, mais également d'une vieille idée. La décentralisation, phénomène historique à part entière. La décentralisation. La décentralisation. Selon le président socialiste, la France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a désormais besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. L'histoire dira un jour que la France asphyxiée par le centralisme a été libérée par une réforme apportant aux communes, aux départements et aux régions davantage de pouvoir et de moyens en conférant aux Français une nouvelle citoyenneté faite d'une plus grande participation avec davantage de liberté et de responsabilité. Le projet est confié au ministre de l'Intérieur Gaston Defferre. Le maire de Marseille connaît très bien son sujet et sait que pour avoir une chance de vaincre la vieille tradition jacobine, il faut faire preuve de méthode et aller vite, très vite. Le 2 mars 1982, un premier texte est voté. Minutieusement préparé, il s'appuie sur le rapport Guichard et accorde aux collectivités une autonomie inédite. Désormais, les élus seront libres d'exercer pleinement leur mandat, libres de prendre leurs responsabilités sans entrave. Cette première réforme est considérable. La tutelle de l'État sur les collectivités est supprimée. Désormais, seule la légalité des décisions sera contrôlée. Sur le terrain, des projets d'habitat sociaux centre-ville qui ont pu être bloqués par un abus de pouvoir, il faut le reconnaître, ce ne sera plus possible maintenant. Cette première loi, qui met en place les conditions irréversibles de la décentralisation, est bientôt complétée par un ensemble législatif exceptionnel. C'est une rupture considérable dans la vie politique française. Action sociale, gestion des collèges, construction des lycées, urbanisme. De nouvelles compétences sont attribuées aux élus locaux, désormais responsabilisés. L'efficacité publique est décuplée au service d'une véritable démocratie de proximité.
Ce projet, je crois que M. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, l'a qualifié de révolution pacifique. Si la décentralisation n'est plus vraiment un débat de fond, une question cruciale reste en suspens. Nous avons toujours dit dans notre langage que les maires, eux, ils avaient tous des idées. Il leur manquait qu'une chose, c'était les moyens. Après 2 siècles de débats, la décentralisation n'est plus jamais remise en cause. En 2003, elle est même inscrite dans la Constitution. Mais au fil des années, la décentralisation perd de sa substance politique pour devenir synonyme de rationalisation. En visant l'efficacité administrative, cette conception brouille le projet émancipateur qu'il avait pourtant façonné. Si nous avons des régions élargies, on aura surtout affaire à des fonctionnaires. Les orientations de la loi NOTRe, accentuées par les politiques de restriction des budgets locaux, entravent le développement des territoires les plus fragiles. Les charges augmentent et les dotations baissent. Donc au milieu, il y a le citoyen. L'État me demande très clairement d'aller chercher dans la poche du contribuable ce qui va manquer pour boucler le budget. Il y a un effet de ciseau qui fait que beaucoup de communes se sentent étranglées. Or, depuis 2018, la succession de crises économiques, sociales, sanitaires, écologiques a démontré le rôle essentiel de la commune. La légitimité démocratique est celle du maire. C'est l'élu qui a la confiance majoritaire des Français, d'ailleurs le seul. C'est l'élu que j'appelle à porter dans le gueulade, c'est-à-dire dont les citoyens qui ont besoin de contact, ils s'adressent à lui. Les lois Defferre ont 40 ans. Face aux défis de notre monde globalisé et à l'immense besoin de proximité, elles sont un legs majeur et plus moderne que jamais. Alors, ainsi, au premier niveau du contact avec la population, nous avons le maire. Le maire, qui est la personne politique la plus connue à cause de sa proximité des Français, qui a une double casquette. Il est en même temps le président exécutif de la commune et également premier représentant de l'État au niveau local. Ainsi, en tant qu'exécutif de la commune, il va préparer les décisions du conseil municipal, il est le chef de l'administration, il est chargé des pouvoirs de police, c'est-à-dire qu'il est chargé de la sécurité des citoyens au niveau local. Il prend des arrêtés municipaux, c'est-à-dire des orientations juridiques sur des actions ponctuelles, qui vont bien entendu être validés par le préfet. Il représente également la commune en justice, c'est-à-dire quand celle-ci a un différend avec une personne morale ou une personne civile. Une personne morale, c'est-à-dire une institution, une personne civile, c'est-à-dire un citoyen ou un groupe de citoyens. Il est, en tant qu'agent et représentant de l'État, officier d'état civil. Il est officier de police judiciaire, c'est-à-dire que c'est pour cela qu'on l'appelle le premier magistrat de la ville. Il organise tout le système électoral local. Il va également, dans ce cadre, statuer sur les listes et la validité des listes électorales. Il est chargé du recensement de la population, c'est-à-dire de la lecture statistique de la population de la commune. Et bien évidemment, c'est le grand ordonnateur du cérémonial républicain sur le territoire de la commune. Le maire va être à la tête de ce qu'on appelle le conseil municipal, c'est-à-dire l'organisation de l'ensemble des élus municipaux. Vous savez, quand il y a des élections, vous votez pour un maire, mais vous votez aussi pour une équipe qui va vous être proposée selon les délégations par le maire, et qui deviendront ce qu'on appelle les maires adjoints et les conseillers municipaux. Alors le rôle du conseil municipal, ça va bien être une espèce d'assemblée municipale, c'est-à-dire l'assemblée des élus qui vont orienter la politique communale, qui vont voter le budget communal,
qui vont créer ou décider de supprimer des services publics, évidemment avec un arbitrage préfectoral. Ils vont favoriser le développement économique local. Ils vont gérer, comme les autres collectivités, le patrimoine communal. Et ils vont également être en intermédiaire avec ce qu'on appelle l'action sociale, en particulier sur la petite enfance et les personnes âgées. Ils vont également, comme nous l'avons vu pour les régions, pour les lycées, pour les départements, pour les collèges, eh bien, ce sont les mairies et les conseils municipaux donc qui vont gérer le bâti, c'est-à-dire les structures physiques des écoles et en lien avec cela, gérer ce qu'on appelle le système péri-éducatif, extrascolaire, plus communément connu, donc tout le système de l'accueil de loisirs dans les centres, ce qu'on appelle communément les centres de loisirs qui vont être gérés par les services enfance et services éducation de la ville. Ils sont également les référents principaux de l'action publique en direction du maillage associatif local. Tout cela, bien entendu, sous l'autorité du maire. Nous voyons bien ici ces prérogatives décentralisées de l'action de la commune. Je vous laisse regarder. Et si on récapitule maintenant par ce schéma les compétences des collectivités territoriales dans le cadre de ce qu'on a vu être appelé la décentralisation des compétences de l'État, eh bien nous voyons bien que tout cela s'organise de manière assez cohérente au niveau des 3 échelles des collectivités territoriales, région, département et commune. Alors comment cela fonctionne au niveau des ressources budgétaires? Bien évidemment, on ne peut pas avancer et mener des actions publiques sans le nerf de la guerre, c'est-à-dire les finances et les budgets. Alors bien évidemment, nous avons tout le système des impôts et des taxes qui est la première source, puisqu'au niveau des collectivités locales, territoriales, nous avons 55% du budget qui viennent des impôts directs ou indirects, ce qu'on appelle les taxes. Et puis nous avons en deuxième lieu, mais beaucoup moindre, on le voit ici, de l'ordre de 27%, des transferts financiers de l'État, c'est-à-dire que l'État, dans le cadre de ces transferts de compétences, va transférer une partie de budget pour sous-tendre ces actions-là. Et puis d'autres recettes qui vont être des produits locaux, très locaux, produits du domaine, c'est-à-dire la gestion des patrimoines locaux, les revenus des services publics locaux, c'est-à-dire des recettes qu'on peut générer à travers l'action des différents services, et puis les fonds structurels européens, c'est-à-dire des aides directes ou indirectes du fonds financier européen, le FSE, etc. Les collectivités peuvent également recourir à l'emprunt sous un contrôle extrêmement serré des autorités de l'État, en l'occurrence du préfet. Voici donc comment s'organise l'action des politiques publiques sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons voir maintenant, quand on parle de politique publique, de quoi s'agit-il et comment elle s'organise indépendamment et de manière transversale pour mener à bien les missions en direction de la population. Ce sera donc la 3e partie de ce cours introductif qui va nous mener vers les politiques sociales qui nous intéressent plus fondamentalement dans le cadre du DF4.